vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre édition de ce soir consacrée à la crise sociopolitique au Togo. Deux grands défis pèsent sur les prochaines élections législatives au Togo. Le premier a rapport avec le cadre institutionnel et le second concerne l'émiettement des suffrages accordés aux forces de changement démocratique, notamment de l'opposition. Depuis toujours, et malgré les appels à des réformes sincères, le cadre électoral du Togo est conçu pour favoriser le parti au pouvoir UNIR, ex-RPT, au détriment des partis de l'opposition. La liste des anomalies induites par le cadre électoral est longue. Toutefois, rappelons ici les principales composantes de la machine de fraude du parti UNIR. La composition et le fonctionnement de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ainsi que des CELI, Commission électorale locale indépendante. La composition et le fonctionnement des bureaux de vote facilitant les falsifications. Le soutien illicite et illégal apporté par les agents de l'administration publique sous l'autorité des ministères impliqués dans l'organisation des consultations électorales. Le code électoral archaïque et poussiéreux. Le découpage électoral inique et injuste. En ce qui concerne le découpage électoral, par exemple, comment expliquer que la région maritime, qui en 2017 abrite 42% des populations togolaises, ne dispose que de 25 députés, soit 27% des sièges à l'Assemblée nationale, au même titre que la région des plateaux qui ne compte que 22% des populations. Les mêmes anomalies sont visibles au niveau des trois autres régions du Togo où de façon systématique, il n'existe aucune corrélation entre le nombre de députés, la taille de la population et la superficie des régions. Pourquoi les travaux de la CNAP, Concertation nationale entre acteurs politiques, organisés en 2021, n'ont-ils pas permis de corriger ces nombreuses anomalies du cadre électoral? Enfin, il existe également un défi interne aux forces démocratiques de changement. C'est le choix, ou plutôt l'erreur commise à plusieurs reprises, d'aller à ces élections en rang dispersé. L'Assemblée nationale togolaise compte 91 députés qui sont élus grâce au mode du scrutin proportionnel de liste. Ce mode d'élection récompense les alliances électorales et pénalise fortement les dispersions des voix. Comment expliquer, à l'issue des élections législatives de juillet 2013, que le parti uni, parti au pouvoir, s'est emparé des 68% des sièges des députés avec 49% des suffrages exprimés, alors que le CST, Collectif Sauvons le Togo, et l'Arc-en-Ciel n'ont pu obtenir que 27% des sièges avec pourtant 42% des suffrages exprimés. Eh bien, face à ces défis que posent les élections législatives au Togo, il est normal d'observer des prises de position divergentes sur la question d'aller ou ne pas aller à ces élections où l'opposition elle-même apporte à la machine de fraude électorale de UNIR le carburant pour mieux se faire broyer. Il n'est plus un secret de dire que l'opposition togolaise est divisée à cette veille des élections législatives. Cette division qui a toujours pénalisé l'opposition s'est malheureusement aggravée avec la dislocation de C14 en 2018 et l'échec de la candidature unique de l'opposition face à la dictature lors de l'élection présidentielle de février 2020. Peut-on encore espérer un sursaut de patriotisme ou de bon sens au sein de la classe politique de l'opposition pour donner au peuple togolais la possibilité de changer par leur vote la configuration actuelle de l'Assemblée nationale? Pour rappel, l'opposition togolaise avait choisi de boycotter les dernières élections législatives du 20 décembre 2018. Actuellement, le parti uni, parti au pouvoir, compte 59 députés à l'Assemblée nationale, soit 65% des membres. Précisons que par le truchement d'une dizaine de listes indépendantes,
qui sont en réalité des satellites du parti au pouvoir, le parti uni contrôle de plus de 80% des sièges dans l'hémicycle et offre ainsi la possibilité à Fonassimé de faire voter des lois liberticides qui, à terme, menacent de liquider complètement les modestes acquis démocratiques obtenus de haute lutte dans le sang et la sueur par les populations togolaises. Réconciliation de l'opposition togolaise. Est-il possible de changer la configuration de l'Assemblée nationale en 2023 sans une alliance électorale entre les forces de changement démocratique? Entretien exclusif avec Dr Richard Tjindjo, vice-président de DSA, démocrate socialiste africain. Nous l'accueillons dans quelques instants en ligne depuis Lomé au Togo. Merci de nous être fidèles sur le 3xW-canalk.ch et sur Radio à volonté, la voix de la résistance togolaise. Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. 3xW-canalk.ch, 3xW-radio-à-volonté.com. Nous accueillons Dr Richard Tjindjo en ligne depuis Lomé. Bonsoir Dr Richard Tjindjo. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio à volonté, à tous nos frères de la diaspora et nos sœurs de la diaspora, sans oublier les Togolais sur le territoire national. Nous sommes également suivis sur Radio Canalka basé à Haro en Suisse alémanique. Docteur Richard Tjindjo, merci de votre disponibilité. Vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Alors, comment va l'honorable Targon, qui est le président de DSA? On l'a vu il y a quelques semaines au nord du Togo, lors du meeting de la DMK, Dynamique Monseigneur Kodjo, puisque DSA, votre parti, est membre de la DMK. Et ce meeting annonce pour vous un projet de remobilisation des populations contre la dictature qui sévit au Togo. L'honorable Targon se porte à merveille, et d'ailleurs, il devait être l'invité de l'émission aujourd'hui. Malheureusement, il a eu un contretemps. Et il m'a donc délégué ce pouvoir de pouvoir animer ou participer à l'interview sur votre radio. Sinon, il se porte très bien. Vous aurez même remarqué qu'il y a de cela quelques semaines, il était à l'intérieur du pays. Disons, nous étions à l'intérieur du pays dans le cadre de la remobilisation de la population pour la revendication de leurs droits. Et donc, il veut vous rassurer qu'il se porte à merveille et très bientôt, vous allez l'écouter sur votre radio. D'accord. Alors, l'Alliance nationale pour le changement ANC, la DMK, ont repris la sensibilisation à travers des meetings qu'elles ont organisés il y a quelques semaines. Alors, lors de sa rentrée politique, les FDF, Force démocratique pour la République de Maître Doudia Pévon, a insisté sur la mise en place d'un grand mouvement citoyen avec l'implication des entités politiques. Grand mouvement citoyen dans lequel la société civile doit prendre le devant de cette lutte. Alors justement, après l'expérience du collectif Sauvons le Togo, ces 14 qui n'ont pas porté comme il faut leurs fruits, alors Dr Richard Tjindjo, sous quelle organisation ou structuration ce grand mouvement citoyen est-il réalisable vu la situation actuelle? Merci Amos. Je crois que la situation actuelle est vraiment lamentable pour nous tous, pour tous les Togolais. Que ce soit de la société civile, que ce soit des partis politiques ou de la population ou les organisations des médias, c'est une situation dans laquelle personne n'est épargné. Vous aurez remarqué que le régime, de jour en jour, essaye de se renforcer et utilise presque 3 éléments d'intimidation. Soit c'est la prison, soit c'est l'exil, à défaut, c'est la mort. Vous voyez un peu, cette psychose dans laquelle nous nous retrouvons fait que beaucoup de personnes sont démobilisées. Beaucoup de personnes sont démobilisées. Au-delà de ça, il y a cette façon de pouvoir monter les leaders les uns contre les autres à cause de l'échec des mouvements passés, notamment avec la C14, le mouvement CST. Ce que la population attendait, nous ne l'avons pas eu. Ça fait que beaucoup de personnes sont démotivées. Et pour rejeter le tort sur les leaders des partis politiques ou de la société civile,
la stratégie consiste maintenant à continuer toujours dans un enfermement de dénonciation les uns contre les autres, des querelles de chapelle pour maintenir la crise. Or, pendant ce temps, c'est le régime qui continue par se renforcer à cause de notre division. Ce mouvement, s'il se crée, s'il doit se créer, cela dépendra de la population elle-même. Parce que la population aussi, quelque part, est responsable. Nous tous, nous vivons une situation déplorable. Vous voyez, quand on s'en prend aux partis politiques, certains journalistes s'en frottent les mains. Au lieu de dénoncer cette dictature dans laquelle nous vivons, ils s'en frottent les mains. Vous voyez ce qui est en train d'arriver à certains de leurs confrères. Ça veut dire que nul n'est épargné. Nous sommes dans une situation où nul n'est épargné. Lorsque la maison de ton voisin brûle, il vaut mieux aller sauver cette maison que de dire cela ne vous regarde pas. Sinon, une fois que la maison là finira par brûler, le feu finira par vous atteindre. J'ai toujours dit dans mes interviews, en m'appuyant sur l'anecdote qu'on commence en disant les trois frères que nous sommes, les trois frères ici, c'est le peuple, c'est la société civile, ce sont les partis politiques. Et le lion est ici caricaturé comme le régime. Quand les trois frères ne s'entendent pas pour s'unir et faire face au lion, le lion finira par les dévorer. Parce que lorsque un jour le lion passait, il a vu dans l'anecdote, j'essaie de raconter un peu l'anecdote, une image pour prendre un peu la situation dans laquelle nous sommes. Le lion passait un jour dans un village et il a vu trois frères assis en train de se regarder. Personne n'a adressé la parole à son prochain. Il a salué. Aucun des frères n'a pu lever le petit doigt pour dire bonjour lion ou dire mes frères, on nous salue. Ils se sont tus. Alors que dans la salutation, le lion avait voulu informer ces trois hommes qui avaient un danger qui arrive, notamment le lion. Quand ils n'ont pas répondu, il est parti. Quand le lion est arrivé, il s'est en pris au premier. Les deux, au lieu de s'unir pour affronter le lion, ils se sont dit c'est bien fait pour lui. Il ne respecte pas les gens. Ça la prendra. Quand le lion a fini avec le premier, il a fini avec le deuxième, le troisième. Voilà l'image dans laquelle nous sommes. Au lieu de s'unir pour lutter contre ce régime qui est en train de nous terroriser tous, nous sommes là parfois à se dire ouais, je ne suis pas politique, je ne fais pas de la politique. Si vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas militant d'un parti politique, au moins vous devez être de la société civile. La société civile ne veut pas le pouvoir. La société civile dénonce les travers du régime. Mais pourquoi les Togolais ne comprennent pas que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte collective? D'accord. C'est pour cela, avant que le mouvement ne se mette en place, il faut que tous les Togolais prennent conscience, que ce soit même ceux qui sont dans le parti uni, prennent conscience que nous sommes tous guettés par le même danger. C'est en cela que lorsqu'un petit mouvement se mettra en place, les gens vont tous adhérer. Mais si nous restons toujours dans nos positions à penser que cette lutte-là n'engage que quelques individus ou bien quelques entités, vous verrez que nous resterons toujours à la même place. Donc, votre parti, DSA, qui est membre de la dynamique Monseigneur Kpodio, se retrouve dans cet appel de Maître Dodi Apevon, cet appel pour un grand mouvement citoyen, je l'ai dit tantôt. Sur quelle organisation ou structuration ce grand mouvement citoyen est-il réalisable vu la situation actuelle? Selon vous, comment restructurer? Je crois que cet appel-là, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont là. Il y a plusieurs partis politiques également qui sont là. Nous sommes en train de mener tous une même lutte. Il suffit simplement qu'un des aînés prenne son bâton de pèlerin, qui dise, chers frères, chers petits soeurs, chères soeurs, venons ensemble dans ce mouvement pour fédérer nos forces afin de mener une bonne lutte. Les gens doivent pouvoir adhérer si réellement ils sont dans la lutte. À moins que ce sont des idées qui ne sont pas claires, que nous sommes en train de développer. Sinon, quand on te dit, mettons-nous dans un grand mouvement, je ne vois pas quelqu'un qui est préoccupé par les questions d'injustice, les questions de pauvreté. Je ne vois pas cette personne se mettre à l'écart. Donc, ici, le mouvement que le président Apevon est en train de lancer, je crois que c'est une opportunité à saisir. Que ce soit ceux de la DMK, que ce soit ceux de l'ANC, que ce soit les organisations de la société civile, ce serait une bonne opportunité qu'on se remette ensemble
D'accord. Docteur Richard Tidjo, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Nous sommes ici dans cette émission sur Radio Avolité, Canal K, pour parler sans langue de bois au peuple togolais qui se dit très fatigué de cette lutte qui n'a que trop duré, qui ne font plus justement confiance aux leaders politiques de l'opposition. C'est ce qui s'est dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, surtout. Alors, opposition divisée, leader de l'opposition divisée, société civile divisée, comment arriver à ce grand mouvement citoyen? Il va falloir d'abord que chaque leader fasse son mea culpa. Que les blessures profondes que nous avons tous eues, que chacun fasse table rase de ces blessures et regarder ce qui peut nous permettre de se mettre ensemble. L'objectif qui nous permettra de nous libérer de cette dictature. C'est vrai que les plaies se sont agrandies, mais allons-nous rester toujours dans cette logique à ressasser le passé alors que l'avenir nous appartient? Pendant ce temps, le régime, lui, il prépare encore des stratégies pour s'enraciner davantage. Je crois que c'est l'occasion pour tous les leaders des partis politiques, de la société civile, de faire table rase du passé. Nous tous, nous avons eu des plaies. Mais par rapport aux dangers qui nous guettent, il vaut mieux faire taire nos égos, faire taire la colère qui nous dérange et faire face à ce régime qui, de jour en jour, se renforce. Et ce mouvement, c'est l'occasion pour moi de lancer encore un appel à tous les leaders des partis politiques, que le président Jean-Pierre Fabre fasse table rase du passé, quelles que soient les injures, quel que soit ce qu'il a subi comme humiliation, qu'il accepte. Ça fait partie toujours de la grandeur d'un homme. L'humilité précède la gloire. Qu'il accepte s'humilier, aller vers ces personnes qui ont toujours tenté de salir son image, pour leur dire, je vous tends la main, je vous accepte, je vous pardonne, je suis aussi humain, sûrement que j'ai eu des erreurs à commettre, cette fois-ci, je dois me rattraper. Que ceux qui l'ont aussi sali, que ceux qui l'ont aussi insulté, puissent aussi aller vers lui pour dire, oui, à un moment donné, le contexte, c'est le contexte qui avait poussé chacun à avoir ses préjugés les uns envers les autres. Maintenant, faisons table rase du passé. Que l'honorable Targon, que Maître Apevon, que Gogué, que tous ces leaders qui ont travaillé dans la C14 se disent que l'avenir de ce pays-là dépend de notre union. Il suffit simplement que chacun comprenne que l'intérêt supérieur du pays nous engage tous. Et là, nous allons pouvoir nous rapprocher les uns les autres. D'accord. Docteur Richard Tidjo, vous venez d'évoquer tout à l'heure C14, justement, votre parti DESA fut membre de C14, coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Sans langue de bois, c'est surtout le PNP, Parti national panafricain de Salifou Tikpi Atadam, qui a redonné un souffle de vie à la mobilisation en 2017, ayant conduit justement à la descente de C14. Les Togolais n'ont pas encore digéré la dislocation de cette grande coalition. Alors faut-il mettre sous éteignoir les partis politiques de l'opposition pour un moment, puisque Maître Doudia Pévon dit que c'est la société civile qui doit prendre le devant de ce grand mouvement dont il est question. Je rappelle quand même, il y a quelques semaines arrière, vous n'êtes pas d'accord avec certains panafricains qui disent que non, qui demandent aux Togolais de sortir de ces partis politiques, puisqu'ils pensent que les leaders politiques de l'opposition n'ont pas su gérer ce combat. Oui, je vous ai dit, c'est très difficile de dire il faut se détacher des partis politiques. Vous allez voir tout ce qui se passe dans ce pays-là. Les gens interpellent toujours les partis politiques pour leur dire ils sont où? Je prends le cas du cas récent avec Ferdinand Ité et son collègue. Sur les réseaux sociaux, vous allez entendre dans les couloirs, les gens disent les partis politiques sont où? Pourquoi les partis politiques ne se prononcent pas? Quand il y a un sujet d'actualité, on interpelle toujours les partis politiques. Ça veut dire que les partis politiques ont un grand rôle à jouer dans ce pays. On ne peut pas mettre sous éteignoir les partis politiques. C'est pas possible. La société civile au Togo n'est pas comme la société civile dans les autres pays comme le Burkina, au Sénégal. Elle n'est pas encore forte, elle n'est pas encore dynamique. Elle s'appuie, je l'ai toujours dit, elle s'appuie toujours sur les militants des partis politiques pour pouvoir faire la mobilisation. Ça ne veut non plus dire aussi d'abandonner le travail que la société civile fait, puisque la société civile, son objectif, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais c'est un groupe de pression sur le pouvoir. Alors que les partis politiques, sont des entités qui mettent la pression sur le pouvoir et qui vont chercher ce pouvoir, le conquérir et l'exercer.
Mais en fédérant les deux forces, je crois que cette pression sera énorme sur le régime. Donc les partis politiques, on ne peut pas se soucier des partis politiques. On ne pourra pas le faire. Maintenant, ce qui s'est passé au niveau de la C14, je crois que chacun a tiré des leçons. Que ce soit le PNP, que ce soit l'ANC, que ce soit la CDPA, nous tous nous avons tiré des leçons. Chacun reconnaît son erreur. Maintenant, allons-nous continuer toujours pas à ressasser ces erreurs alors que nous avons un défi commun à relever. C'est l'occasion aussi d'appeler le PNP. Vous savez, le PNP veut bien encore relancer le mouvement. Mais la manière dont le régime a mis la plupart de ses militants en prison, la manière dont les gens sont traqués, il est très difficile aux gens de se lever. Mais ce n'est pas encore la fin. Plus on est unis, plus on est fort. Mais lorsqu'on est divisé, l'ennemi va réussir à s'infiltrer. Comme l'ancien hymne, si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs. Et vous voyez déjà, c'est ce que le régime tente de nous faire vivre en essayant de nous diviser davantage pour mieux régner. Si nous ne comprenons pas que c'est seule notre unité qui va nous permettre de renverser ce régime, ça veut dire que nous avons encore plusieurs années à passer devant et ce sera des générations plus tard qui feront cette lutte-là. Docteur Richard Tidjor, je reviens en charge sur cette question de réconciliation. Alors, chaque peuple a son histoire. Le peuple togolais fait pratiquement une confiance aveugle aux leaders de l'opposition et se retrouve dans le combat quand les opposants sont ensemble et unis pour une même cause. Alors, docteur Richard Tidjor, vous venez d'évoquer réconciliation, les plaies sont profondes par rapport à ce qui s'est passé après l'élection présidentielle de 2020. Alors, avant de songer justement à une mobilisation populaire, ne faudrait-il pas une réconciliation au sein même des composants de l'opposition? Bien sûr, même au sein des partis politiques, il y a toujours cette division. Au sein des partis politiques, il y a cette division. Mais nous n'allons pas toujours nous attarder à cette division. Il faut plutôt relever ce défi. D'abord, au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit en temps, c'est un appel que je lance encore une fois à nos têtes chefs de pont là, des partis politiques, de s'appeler, d'échanger. Chacun a commis des erreurs. Personne n'est sain dans cette situation-là. Nous sommes une émission qui est très suivie par le peuple togolais, le Togolais lambda. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Alors, on sort ce mot réconciliation. Comment préparer cette réconciliation? Puisque les plaies sont profondes. Est-ce que vous avez un schéma? Quelles sont justement vos relations entre les autres partis politiques, notamment l'ANC, la DMK? On sait que vous êtes membre de la DMK, mais oui, au sein même de la DMK, il y a aussi en tout cas des divisions d'idées, docteur Chatinjo. Oui, nous avons commencé déjà par prendre langue avec certains des leaders des partis politiques, pour leur demander de faire l'effort d'appeler leurs collègues pour que nous puissions nous asseoir encore de nouveau pour réfléchir sur ce que nous devons faire pour sauver ce peuple-là. Nous avons commencé cela depuis l'année passée. Même la semaine prochaine, nous avons encore un rendez-vous avec un des leaders, je ne vais pas prononcer son nom, pour qu'il puisse aussi adhérer à cette idée de réconciliation. Et si réellement les gens ont compris le message que nous sommes en train de leur passer, ça ne tardera pas. Vous verrez comment les gens vont commencer à se mettre ensemble pour réfléchir à la manière dont il faut remobiliser. Parce que cela est d'un devoir. Je considère que c'est un devoir. Comme je l'ai dit, nous avons déjà commencé des contacts. Les relations avec l'ANC, il n'y a pas de problème. Les relations avec ceux de la DMK, il n'y a pas de problème. La preuve, lorsque nous étions l'autre fois à Dankpen et à Bassa, nous étions avec ceux de la DMK. Vous voyez, nous étions avec ceux de la DMK. S'il y a une organisation qui planifie une activité, nous serons là pour soutenir. Donc nous ne trouvons pas d'inconvénient de s'approcher de tous ceux qui luttent pour libérer ce pays-là. Mais ce que je peux vous dire, nous sommes en train de faire ce travail à vouloir rapprocher davantage les leaders d'opinion. C'est pour ça que je dis, je lance encore cet appel-là à travers vos médias pour que ce message-là leur parvienne. S'ils refusent, alors là, il va falloir que le peuple lui-même tranche une fois pour de bon. Que fait-on? Allez-y. S'ils refusent de se mettre ensemble, il va falloir que des révolutions, même au sein des partis politiques, que cela s'impose, que les têtes de pont soient changées et que de nouvelles personnes reprennent la tête de ces partis politiques pour que nous en finissions une fois pour de bon avec cette division qui ne nous arrange pas.
En tout cas, c'est sorti de votre bouche tout à l'heure qu'une nouvelle tête émerge au sein des partis politiques, puisque ça se dit également sur les réseaux sociaux, et on dit que oui, nos grands frères doivent laisser la main aux jeunes. Et où sont ces jeunes-là qui doivent prendre cette relève? Vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes dans les partis politiques qui sont dynamiques ou bien qui sont plus dynamiques? Il y en a. Mais le problème, lorsque les leaders des partis politiques font écran à ces jeunes, ils ne peuvent que se taire. Ils ne peuvent que se taire. Mais si les jeunes eux-mêmes sont conscients que nous sommes en train de vivre une situation qui ne nous arrange pas, c'est à eux de pousser leurs leaders à aller vers les autres. Lorsqu'ils refuseront, vous verrez les conséquences. Parce qu'il faut que nous puissions aussi redynamiser nos partis politiques et avoir une nouvelle vision de la lutte. Nous n'allons pas utiliser les mêmes stratégies de lutte d'antan, les stratégies de lutte d'abordé jusqu'à ce jour. Il faut changer de stratégie. Les partis politiques ont besoin du nouveau sang. De la même manière, nous demandons à ce qu'il y ait de l'alternance. Il faudrait aussi qu'au niveau des partis politiques, que cette alternance-là aussi arrive. Docteur Richard Tudor, parlant justement de la jeunesse qui doit aussi s'impliquer, il se sûr que le pouvoir unir manipule cette jeunesse, où on élabore quelques projets pour essayer de dissuader cette jeunesse-là. Et là, l'opposition n'a pas tellement de moyens pour pouvoir réaliser quelques projets pour inviter la jeunesse togolaise à s'impliquer dans ce combat. En matière de moyens, les partis politiques ne peuvent pas, surtout les partis politiques d'opposition, ne peuvent pas s'égaler au régime en place. Puisque le régime en place, lui, utilise les moyens de l'État. Le régime utilise l'administration, utilise l'appareil de l'État pour pouvoir s'enraciner. En quoi, ou bien par quel moyen le parti politique d'opposition peut avoir ce moyen et affronter le régime qui utilise les moyens de nous tous? Ce n'est pas possible. Donc les projets dont vous parlez là, les partis politiques ne pourront pas réaliser ces projets parce qu'ils n'ont pas un financement, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les petits moyens que les partis politiques ont, ce sont les cotisations de leurs cadres qui leur permettent d'organiser leurs petites réunions, leurs meetings, et ainsi de suite. C'est pas avec ces petits moyens qu'on va aller faire des forages. C'est pas avec ces petits moyens qu'on va faire des routes. Ça, c'est du devoir régalien de l'État qui utilise les taxes, qui prend les taxes, qui prend les impôts, qui a les moyens, que nous tous, les moyens de l'État pour pouvoir permettre à ce que la population ait le bien-être. Donc, ce n'est pas parce que les partis politiques ne font pas des projets sociaux, ne réalisent pas des choses, que les populations ne vont pas pouvoir soutenir l'opposition. On parle surtout de la jeunesse. On parle surtout de la jeunesse. Est-ce que... C'est ce que je dis. Ce n'est pas parce que les partis politiques ne sont pas en train de réaliser des projets sociaux que la jeunesse va se dire « Ah voilà, nous n'allons pas adhérer ». Et pourtant, celui qui est censé le faire ne le fait pas pour vous. La personne ne le fait pas pour vous. Vous allez continuer toujours pas à garder le silence coupable alors que vous vivez une situation de misère. Vous voyez que notre jeunesse est plus occupée par les réseaux sociaux, sur les Instagram, TikTok, c'est la perversion. On ne s'occupe même pas des questions de l'État, alors que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est une question qui engage tout le monde. Femmes, jeunes, enfants, personnes âgées, tout le monde est engagé. Mais on pense que la lutte politique est réservée simplement aux partis politiques. Même les journalistes, parfois, dans leurs propos, vous allez voir, certains journalistes, vous allez voir, c'est comme si ils sont dans un autre pays, ils ne vivent pas la même situation. Et pourtant, ils vivent une situation plus difficile même que la population. Ouais. Donc, la jeunesse doit prendre conscience que notre situation dans laquelle nous vivons, personne ne viendra lutter pour nous. Personne ne viendra nous sauver. La France ne viendra pas nous sauver. La Russie ne viendra pas nous sauver. C'est à nous-mêmes de nous battre pour nous libérer. C'est à nous-mêmes de nous battre pour nous libérer en s'appuyant sur ce que la loi nous donne comme moyen de lutte pour pouvoir renverser la situation. Au lieu de passer tout le temps à dire « Ouais, moi je ne suis pas politique, je n'appartiens à aucun parti politique, ça ne m'engage pas. » Et pourtant, le prix du maïs... La grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, y compris la jeunesse également. Alors, tout doit passer par une sensibilisation de la jeunesse. Comment y arriver concrètement si vous n'avez pas les moyens? La sensibilisation, ce n'est pas du jour au lendemain. Si le peuple doit comprendre, le peuple togolais doit comprendre cette histoire, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qui l'a fait? Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qui n'a pas d'hôpital, qui n'a pas de l'eau? Est-ce que c'est à quelqu'un de sensibiliser?
Dans votre localité, lorsque vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas des infrastructures sociales, c'est à quelqu'un de pouvoir dénoncer ou bien de pouvoir vous dire que chez vous, vous n'avez pas ceci et qu'il faudrait que vous puissiez vous mobiliser pour mettre la pression sur l'État afin que l'État puisse vous réaliser cela. Non, si nous continuons toujours pas à réfléchir de la sorte, nous n'allons pas nous en sortir. Il faut que les gens comprennent que la situation que je vis, c'est la même situation que tu vis, c'est la même situation que l'autre vit. On n'a pas besoin de nous sensibiliser pour qu'on comprenne que nous vivons dans une pauvreté. Lorsque vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas à quelqu'un de vous dire que vous n'avez pas l'argent dans votre poche. Vous savez ce que vous endurez. Mais alors, si vous endurez quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut pouvoir se mobiliser autour des entités qui ont le courage quand même de dénoncer ce qui ne va pas. Au lieu de rester les bras croisés pour dire « je ne suis pas politique, je ne fais pas la politique » et pourtant ta situation même est plus catastrophique que celui qui est même acteur politique. Vous allez même parfois entendre des gens dire « vous êtes de l'opposition, c'est vous qui faites que le pays n'avance pas ». D'ailleurs, les gens de l'opposition n'ont absolument rien pour vous offrir. Vous qui êtes du régime là, qu'est-ce que vous apportez à la population? Les populations, qu'est-ce que vous apportez à la population concrètement? Si ce n'est pas la lutte pour les poches, les gens luttent simplement pour leur poste, luttent simplement pour gagner leur pain. Ils ne se soucient pas pour le bonheur de la population. Sinon, la jeunesse n'a pas besoin qu'on la sensibilise. Tout le monde sait ce que nous vivons dans ce pays-là. D'accord. Alors, docteur Richard Tinjo, merci de votre disponibilité dans cette émission. Entretien exclusif sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio à vous l'été. Vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Alors, on va parler des élections. Alors, quelle est la position des DSA par rapport au processus électoral en cours au Togo, que ce soit des élections régionales et législatives? Au niveau de DSA, nous estimons qu'un parti politique, lorsqu'il est créé, c'est de pouvoir concourir le pouvoir et l'exercer. Pour nous, les élections à venir, nous sommes en train de nous préparer et nous irons à ces élections. Parce que si nous comparons ce qui s'est passé en 2018, où nous étions au niveau de la C14, nous avons demandé qu'avec cette mobilisation populaire, on avait plus de chances de remporter la majorité et que certains ont demandé qu'on n'aille pas à ces élections. Nous avons vu les conséquences. Nous avons vu les conséquences de ce boycott. Les lois liberticides. Nous avons vu comment nous avons... même la presse a été encore plus muselée. Tout le monde s'est retrouvé dans une situation de silence total. De jour en jour, on fait tout possible pour que personne ne puisse s'exprimer. Ce sont les conséquences de ce que nous avons pu poser comme acte en boycottant les élections de 2018. Nous avons vu les conséquences. Si le boycott nous avait apporté plus de résultats, on dirait, alors là, cette fois-ci, nous allons encore boycotter. Mais étant donné que le boycott nous avait absolument rien apporté, nous pensons qu'il faut changer de stratégie. Vous vous rappelez, quand le CAR, l'UTD avait la majorité, et malheureusement, à cause de leur division, ils n'ont pas pu s'entendre pour dégager quelqu'un pour prendre l'Assemblée, ça veut dire que l'opposition avait la possibilité de gagner. C'était presque le même mouvement que nous avons eu en 2017. On aurait pu aller à ces élections quand nous allons remporter la majorité. Et vous savez que les lois se font à l'Assemblée. Si nous avons la majorité à l'Assemblée, ça veut dire que le pouvoir est en train de nous revenir. Donc, docteur Richard Tinjo, si je vous comprends bien, si malgré tout, le pouvoir maintient le calendrier et le cadre électoral inapproprié à la manifestation de vérité des urnes, votre parti participera aux élections régionales et législatives, quand même. Vous savez, un parti politique, lorsqu'il ne va pas à ces élections, il finit par disparaître. Il finit par disparaître. Regardez un peu les partis politiques. Je prends toujours les exemples les plus récents. Les partis politiques de la C14. Sur les 14 partis politiques, vous voyez les partis qui sont encore dynamiques sur le terrain, qui sont encore réactifs. Presque les partis sont en train de disparaître. C'est lorsque vous allez à ces élections que vous participez au débat politique sur la vie du pays. On doit aller à ces élections. Mais pour aller à ces élections, c'est pour ça que je disais qu'il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Puisque vous l'avez évoqué, se mettre ensemble, je pense que vous faites allusion à une alliance électorale. Alors, pour bon nombre de Togolais sans langue de bois, les élections n'ont plus de sens au Togo, même sur le plan international. Car le pouvoir séquentonné qui l'organise ne connaît pas ce mot défaite. Alors, s'il faut refaire l'histoire sur les élections au Togo, toutes les voix de l'opposition réunies, bat à plat coutume toujours et toujours le pouvoir en place. D'où la nécessité de former des alliances électorales afin de constituer
un regroupement politique critique face à UNI. C'est justement ce que disait également Maître Doudi Apevon. Alors pourquoi cela n'a pas pu se faire lors des échéances électorales antérieures? Par rapport aux élections locales, vous avez vu qu'on aurait pu le faire si on n'avait pas boycotté en 2018. Si on était resté dans la logique de la dynamique de la C14, c'est l'alliance électorale là qui nous permettait de gagner. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Lorsque vous allez sur le terrain pour combattre, pour battre UNI sur le terrain, UNI se retrouve seul. Alors que vous vous retrouvez contre UNI, vous vous retrouvez plusieurs partis contre UNI. Or, les gens oublient le mode de vote qui est utilisé. Avec le conseil électoral, si UNI arrive à faire un peu de voix, vous allez vous partager les quelques voix. Et finalement, si il a plus de quotient, il passe, il va remporter. C'est pour ça qu'il faut faire une alliance électorale, essayer de discuter entre vous. Ceux qui ont une assise quelque part, et ils savent qu'ils ont plus de militants, ils vont faire simplement appel aux autres. Ce n'est pas la peine que les partis qui n'ont pas une assise dans une préfecture puissent aller se positionner comme candidats. Ils peuvent constituer une liste commune pour renforcer leur liste afin de pouvoir gagner la liste de UNI. Mais si on va dans une même préfecture, on a peut-être 5 partis d'opposition contre le parti UNI, UNI risque de prendre tous les sièges. Mais si on se retrouve peut-être un bloc contre un bloc, notamment le parti au pouvoir contre un bloc de l'opposition, on gagne. Parce que vous savez, si nous faisons cette alliance électorale, ce qui va se passer, c'est que UNI peut essayer de multiplier les partis indépendants. Et on sait que les partis indépendants, c'est pour venir éparpiller les voix de l'opposition, ce qui ne marchera pas. Parce que là, la population aurait compris que ces partis indépendants qui viennent là, c'est pour juste disperser les voix de l'opposition. Mais si on ne le fait pas, par exemple, DSA va dans une préfecture dans laquelle on a l'ANC, on a la CDPA, on a peut-être le cas, et on ne se met pas ensemble, UNI finira par remporter. Puisque la fraude est organisée par la population elle-même. La même population qui crie, qui dit que ça ne va pas, c'est cette même population qui facilite la fraude. Puisque les gens sont sudoyés. On leur fait des promesses fallacieuses, ils y croient, et à la fin, ils se retrouvent dans un engrenage. Donc si nous faisons une alliance électorale en amont, nous avons une possibilité, nous avons la chance de pouvoir remporter des sièges au niveau des préfectures. Et lorsqu'on aura remporté autant de sièges, quand on revient à l'Assemblée, de facto, c'est qu'il y aura un groupe parlementaire de l'opposition plus fort, qui permettra peut-être de prendre la majorité. Mais si nous refusons d'aller à ces élections, on se dit, bon, les élections n'ont toujours rien donné. Bon, alors, si les élections n'ont toujours rien donné, allons nous croiser toujours les bras et regarder le régime faire, continuer par diriger, alors que nous n'avons pas autre moyen que les élections pour le moment. Docteur Richard Tinjo, les politiques parlent d'une révolution électorale. Je me répète, s'il faut refaire l'histoire sur les élections au Togo, toutes les voix de l'opposition réunies bat à plat coutume le parti au pouvoir. Et je l'ai dit tantôt, d'où la nécessité de former des alliances. Mais maintenant, Maître Apevon l'a dit il y a quelques jours dans cet entretien exclusif qu'il nous a aussi accordé. Alors, il disait, oui, le problème d'une coalition ne se pose pas tellement. Mais c'est quand le moment venu d'aller aux élections qu'il y a problème. Alors, entre leaders, serait-il possible de faire des alliances cette fois-ci, puisque vous parlez d'un grand mouvement citoyen, alors que justement aussi, les relations entre partis politiques de l'opposition sont de plus en plus exécrables? Oui, nous sommes obligés de faire des concessions de couloir entre nous pour pouvoir s'entendre et avoir cette alliance électorale. Parce que si vous allez dans un bloc, la révolution électorale est plus facile. Mais si vous allez disperser, la révolution électorale ne serait pas possible. Vous verrez que certains diront que ça ne les engage pas. D'ailleurs, même ils n'ont pas eu assez de sièges, ils s'en foutent. Et allez-y vous affronter contre le taureau qui est en face de vous, qui va vous écraser. Mais lorsque vous faites des concessions, que nous allons sur la base d'une alliance électorale, on a plus la chance d'aller vers cette révolution électorale pour mettre la pression sur le régime. Mais si on ne le fait pas, et je crois que la bonne stratégie, c'est de pouvoir faire des discussions de couloir sans forcément l'étaler à la place publique pour que le régime sache comment l'opposition est en train de s'organiser pour mettre en place une alliance électorale. Mais l'idée,
c'est que chacun doit comprendre que nous avons à gagner si nous faisons une alliance électorale. Parce que il ne sert à rien d'aller peut-être dans une préfecture où vous savez que vous ne représentez absolument rien, vous n'avez pas assez de militants, aller même créer du désordre pour l'autre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller l'appuyer. À partir de quelques militants que vous avez, l'appuyer. Parce qu'on sait que pour les partis politiques, tous les partis politiques ne sont pas installés sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'ils ont des membres fondateurs, mais on n'a pas tous la même capacité. Si vous prenez les anciens partis, par exemple, l'ANC, on pourra dire l'ANC peut-être a cette couverture, mais en termes de représentativité dans chaque préfecture, c'est pas toujours évident. Dans certaines préfectures, l'ANC n'est pas fortement installée, c'est quelques individus. Et ailleurs, ils sont fortement installés. C'est la même chose pour les autres partis politiques. C'est la même chose que pour DSA et le CAR, le FDR et tout le monde. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que là où nous savons que nous avons une bonne assise, si nous avons nos partenaires là-bas, c'est de pouvoir faire une alliance électorale avec eux. Mutualiser, comment appelle-t-on les militants, qu'on puisse avoir des délégués solides, qu'on puisse avoir des représentants dans les bureaux de vote, qu'on puisse avoir une bonne équipe de sensibilisation pour pouvoir mobiliser la population. Pendant ce temps, le régime sera en difficulté. Mais si nous ne le faisons pas, nous aurons toujours du mal. Ça veut dire que parfois l'échec des élections ne vient pas toujours du régime, du côté du régime. Nous aussi, nous avons des erreurs que nous ne corrigeons pas, que nous ne faisons pas l'effort de corriger, et ça nous suit. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas gagner ce régime-là par les élections. C'est possible. C'est une question d'organisation, c'est une question de bon sens, c'est une question de volonté, c'est une question d'humilité. En tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé au Togo. On l'a dit en début de cet entretien, Maître Dodia Péfon des FDR a lancé un appel à tout le peuple togolais, surtout aux leaders politiques également de l'opposition, d'aller à un grand mouvement citoyen. Et il a mis l'accent sur la société civile qui doit prendre le devant de ce grand mouvement. Alors, comment redonner confiance au peuple togolais qui a perdu confiance dans cette lutte, en des leaders également, puisque vous l'avez dit également que certains leaders d'opinion ont aussi tentent de diviser les leaders de l'opposition. On se donne à des discussions de caniveau sur les réseaux sociaux. Le peuple est un petit peu, se dit, désabusé, des politiques également. La jeunesse n'est pas tellement impliquée dans ce combat. Alors, comment redonner cette confiance? Et le mouvement citoyen Togo Debout, Fonds citoyen Togo Debout, et l'IDAO et d'autres mouvements de la société civile organisent le 1er avril un grand meeting de sensibilisation. Est-ce que vous allez participer et quel est votre message de fin dans cet entretien exclusif? Je crois que le mouvement l'IDAO, Togo Debout, l'association des consommateurs, ce qu'ils sont en train de faire comme travail, c'est un travail à saluer. D'abord, ils ont j'ai appris qu'ils ont déposé une plainte contre tous ceux qui se sont mêlés dans cette histoire de Covid-Gate. C'est déjà une bonne initiative. Et la mobilisation qu'ils veulent faire la semaine prochaine, c'est un appel à nous tous, chacun doit pouvoir se mobiliser. Si ce mouvement, déjà, nous, acteurs politiques, pouvons nous associer déjà à ce mouvement, puisque c'est un grand mouvement, il y a plusieurs associations qui se retrouvent dedans. Si nous pouvons se mettre ensemble pour relancer la lutte, puisque au niveau des partis politiques, nous sommes divisés. Maintenant, au niveau de ce mouvement qui est en train de se créer, ils sont quand même unis. Ils sont quand même unis. Il va falloir que nous tous nous allions vers ce mouvement-là pour pouvoir conduire un mouvement d'ensemble. Je crois que déjà, ce petit noyau est un élément qui peut nous fédérer. Si réellement nous sommes soucieux de la situation dans laquelle nous vivons, je crois que nous devons aller vers ce mouvement-là, adhérer à ce mouvement-là, les soutenir pour que l'activité qu'ils sont en train de lancer soit une activité qui va porter loin. Puisque nous ne pouvons pas toujours continuer par nous taire, nous dire oui, on est divisé, et après, la population elle-même, elle n'a plus besoin qu'on la sensibilise. Chacun connaît la situation dans laquelle elle vit. Vous êtes commerçant, vous ne vendez pas. Vous êtes artisan, vous ne vendez pas. Vous êtes chômeur, vous n'avez pas d'emploi. Tout le monde connaît la situation dans laquelle il vit. Il va falloir que chacun se dise, quand il y a un appel qui est lancé, que ce soit de l'opposition ou bien de la société civile, il faille que tout le monde adhère, il faille que tout le monde se mobilise. Sinon, passer notre temps à dire
allons sensibiliser la population. La situation de pauvreté, même dans laquelle elle vit, l'a déjà sensibilisée. Ce n'est plus aux acteurs politiques de venir leur dire, voilà ce que vous vivez. Vous-même, vous connaissez déjà la situation dans laquelle vous vivez. Si vous ne pouvez pas vous détacher de cette peur, se mobiliser autour d'un mouvement qui sollicite à ce que nous soyons tous ensemble, alors nous allons rester comme ça. Nous allons rester comme ça, puisque les politiques ont fait, ou continuent de faire ce qu'ils peuvent faire. Si la population se dit, bon, tant pis, je gagne mon petit pain, ça me va, je n'ai pas besoin de me battre, tant mieux. Nous allons tous végéter dans la même situation. Docteur Giatinjo, est-ce que vous avez un message spécial aux leaders de l'opposition? Puisque le peuple est là, le peuple répond tout le temps à vos appels. Pour le peuple togolais, le problème, ce sont des leaders de l'opposition qui sont tellement divisés, puisque le peuple vous fait confiance. Est-ce que vous avez un message concret, surtout aux leaders de l'opposition? Le message que je vais leur lancer, c'est un message test. Le mouvement Leader Togo Debout organise un meeting le 1er avril. Il va falloir, si ce meeting-là est autorisé, il va falloir que tous les leaders des partis politiques de l'opposition y participent. Ça va être aussi un signal fort à l'endroit de la population pour dire, voilà, il y a quelque chose qui va encore commencer. Mais si nous restons, nous disons, bon, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nous qui avons organisé, la population ne fait que sur les pas des leaders des partis politiques. Il va falloir que nous allions à cette rencontre, à ce meeting, et donner un signal fort. Peut-être là-bas, les contacts vont encore se nouer, les gens vont commencer par échanger, rire, et l'ambiance va revenir. Mais si nous restons dans notre petit coin, ressasser les blessures du passé, sachant que nous sommes en train de, non seulement de nuire à toute l'opposition, mais nous sommes en train de favoriser comment on appelle-t-on, que le régime continue pas nous piétiner. Que la population elle-même aussi comprenne que lorsqu'on nous demande de sortir pour dénoncer quelque chose, il va falloir que la population sorte. L'appel que le mouvement là est en train de lancer, je crois que c'est l'affaire de Covid-Gate. Et cette affaire-là nous concerne tous. Nous n'allons pas rester derrière nos smartphones pour faire des commentaires. Nous n'allons pas rester dans nos maisons pour faire des commentaires. Dire ça ne va pas, le régime nous triche, le régime nous vole, le régime nous tue. Et pourtant, quand on demande de sortir pour venir, que le régime comprenne que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance, nous restons dans nos chambres, derrière nos smartphones pour critiquer les leaders de l'opposition alors que nous ne faisons absolument rien. Il va falloir que nous puissions changer aussi notre mentalité. Changeons notre comportement et vous verrez que le régime aura peur de ce peuple-là. Le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple même n'arrive pas à se mobiliser autour des leaders qui veulent que réellement l'alternance vienne, alors comme je l'ai dit, nous risquons toujours de végéter dans la même situation. Et ça serait tant mieux pour tout le monde. En tout cas, merci infiniment, Dr Giatinjo. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé au Togo. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avouleté. Et comme nous sommes sur une radio de résistance, nous nous rappelons encore cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. » Merci de votre résistance et de votre fidélité sur Radio Avouleté. Bonsoir. Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.